Bienvenue chez l'avocat du diable. La première vidéo d'une série, je ne sais pas si il y en aura quelques-unes, mais je voulais faire des vidéos que j'appelle avocat du diable où je vais essayer de prendre certaines idées, certains lieux communs peut-être, certains concepts et voir si j'arrive à les démonter, à les casser. Et bon, première de cette série, une vidéo parce que ça tombe bien, je voulais faire cela depuis un moment et l'occasion est venue avec le fait d'avoir vu hier une vidéo de Majid Ouchaka, que je salue, qui est quelqu'un qui est un écrivain, qui a écrit un livre fort excellent qui s'appelle Il était une fois l'islam, qui m'a appris beaucoup sur cette religion euh, qui nous vient d'ailleurs et qui est de plus en plus présente sur nos terres et avec les problèmes que l'on sait. Et donc, c'est un très bon livre. Et hier, il faisait une vidéo. Je regarde sa chaîne YouTube depuis longtemps. Je mettrai le lien ici en bas. Et je mettrai le lien à cette vidéo où il essayait très, très habilement, et d'ailleurs je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, de se faire justement l'avocat du diable sur quatre idées la rémigration, la destruction des mosquées, l'interdiction, la destruction du Coran, et le quatrième, c'était voilà, la guerre civile comme étant, selon lui, ce que l'on entend comme étant des solutions à la présence de l'islam en Europe. Alors, je vais me faire justement aujourd'hui l'avocat du diable. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que ceci n'est qu'un travail intellectuel. Ça ne veut pas dire que je pense, je vous dirai ce que je crois être bon ou pas bon, et surtout vers la fin. Et donc, je voulais ajouter des éléments aux arguments de Majid Ouchaka. Je pense qu'on va se tutoyer. Je ne sais pas si Majid va voir cette vidéo. Peut-être. Mon but n'est pas de créer du ping-pong de vidéos. D'ailleurs, il n'y aura aucune critique dans cette vidéo de ce qu'il a dit. Au contraire, je voulais rajouter certains points. Donc je ne vais pas répéter ces arguments, je vais simplement en rajouter d'autres. Sur le premier point, la remigration. Alors, la remigration, c'est l'idée de dire que dans un pays, on considère qu'il y a une population ou un grand nombre d'individus qui sont venus par une migration ou qui sont nés sur place ayant des parents qui ont effectivement migré dans un pays, et que par la volonté politique, on décide que euh, dorénavant, cette population n'est plus souhaitable, n'est plus souhaitée dans ce pays, et que on lui demande, plus ou moins gentiment, on l'oblige, plus ou moins avec force, avec plus ou moins de force, à rentrer chez elle. Et quand il n'y a pas de chez soi, eh bien, on va créer un chez soi pour elle, ou simplement on la déplace. Alors en réalité, c'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire. Au cours des siècles, il est arrivé de nombreuses fois que des territoires qui ont été conquis ou qui ont été reconquis, eh bien, les populations qui avaient originellement envahi, qui s'étaient établies dans ce pays, ou des populations qui ont que l'on considérait, que le nouveau envahisseur ou le nouveau propriétaire du territoire considérait comme étant non souhaitable, eh bien, elles étaient expulsées. Alors c'est arrivé, on connaît bien l'histoire, hein, l'histoire par exemple en Espagne, dans la péninsule ibérique, la conquête, on va dire, arabo-berbère à la fin du début du 7e siècle, lorsque eh bien, effectivement, ces forces arabo-berbères ont chassé et conquis une partie de la péninsule ibérique, ont chassé les Visigoths. Certaines forces de cette armée d'invasion sont allées jusque dans ce qui est la France aujourd'hui, hein. Et puis petit à petit, en fait, assez rapidement au début, puis il y a eu des périodes de pause, eh bien, elles ont été chassées lorsque finalement, par exemple, Grenade est restée 7 siècles, je crois un peu moins de 7 siècles, sous domination, on va dire, arabo-musulmane, pour faire simple. On devrait dire judéo, arabo, berbéro, musulmane, parce que c'est évidemment un petit peu plus complexe. Eh bien, à ce moment-là, la reine de Castille a décrété d'expulser les Arabes, donc les Al-Andalus, qui se sont retrouvés dans ce qui ensuite était le Maghreb. Bon, ça s'est fait, et ça s'est fait manu militari. Certains se sont convertis,
mais la plupart ont quitté. Alors, donc dans l'histoire, il y a eu plein de cas. On a le cas beaucoup plus récent de l'Algérie. L'Algérie, avec plusieurs départements français, qui, à la suite de la guerre d'indépendance algérienne, donc, eh bien, les colons français qui étaient, pour certains, étaient là depuis des générations, eh bien, on leur a expliqué, plus de 1 million de colons français, ce qu'on appelait les pieds noirs entre autres, eh bien, ont été expulsés en quelques mois. Enfin, en tout cas, ils sont partis par peur de ne pas de subir la violence, eh bien, de la nouvelle République naissante algérienne. Donc, c'est quelque chose qui se fait. On a également des cas entre l'Inde et le Pakistan, où là, c'est plus une partition de territoire. Mais enfin, on peut imaginer que c'est une forme de rémigration, si on tend un petit peu le concept, si on étire le concept. On a bien sûr, lorsque la péninsule, le sous-continent indien s'est segmenté en Pakistan, Pakistan Ouest, Pakistan Est et l'Inde, eh bien, il y a eu des millions de, de gens qui, pour des motifs de confession religieuse, eh bien, ont dû migrer pour éviter justement des violences. Et ça s'est fait d'ailleurs dans une grande violence avec des millions de morts. Donc, la rémigration arrive. Alors, je vais prendre un autre exemple qui est beaucoup plus, évidemment, plus controversé. Alors, n'allez pas voir plus loin que les mots que je vais utiliser, mais les juifs allemands étaient en Allemagne depuis des siècles également, et l'Allemagne nazie dans les années 30 a décidé, alors c'était dans le programme électoral du Parti national socialiste, hein, c'est un parti de gauche, hein, je tiens toujours à préciser que ce sont des socialistes, les nazis, et que donc ils ont décidé, alors des socialistes avec un programme racial, mais néanmoins socialiste, et qui ont décidé que les populations juives ne pouvaient plus progressivement avoir certains métiers, certaines activités politiques, économiques, même sociales, et ils ont défini qui était juif, qui n'était pas juif, et ceux qui étaient considérés juifs, eh bien, ont subi de plein fouet les lois de Nuremberg, qui étaient des lois, l'allemand étant très légaliste, en tout cas sur son territoire, ils ont fait des lois extrêmement dures pour empêcher à la population de confession juive ou d'ethniques, ce qu'eux considéraient des ethnies juives, ce qui est très difficile d'ailleurs à définir. Et donc ça, c'est un point que Majid Ouchaka annonce très très bien, c'est comment est-ce qu'on fait dans un scénario de rémigration de savoir qui doit être émigré, est-ce que c'est la couleur de la peau, est-ce que c'est le patronyme, est-ce que c'est la religion. D'ailleurs, les identitaires ou les gens qui sont pour la rémigration, et j'en fais partie, en partie, hein, je pense que la rémigration serait nécessaire, et je vous dirai tout à la fin comment, et dans quelles conditions, et dans quelle mesure, hein, surtout. Eh bien, les Allemands, en tout cas, ont mis en place des règles très, 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 très claires qui ont été suivies, arbitraires. On peut les regretter, bien entendu, mais en tout cas, c'est ce qui s'est fait. Et puis, les récalcitrants, eh bien, ont été traités. Ils ont été envoyés dans des camps. Alors, ce sont des camps en Allemagne, ce n'étaient pas des camps de la mort, c'est des camps de concentration, donc des prisons, si on veut, et où, bien sûr, au fur et à mesure des années, les conditions ont été de pire en pire, et ce qui a amené à la mort d'une grande partie de ceux-ci. Je ne parle pas des camps en Pologne, hein, je parle des camps en Allemagne, donc je parle de Buchenwald et d'autres. Donc, le choix de qui subit une loi, eh bien, il est fait par le législateur. Donc, encore une fois, de toute façon, tout ceci est très théorique, et je vais conclure d'ailleurs tout à l'heure à la fin sur ce point, c'est qu'à la fin, on peut parler de tous ces concepts tant qu'on veut pendant des heures, on peut être pour, contre, partiellement pour, ce qui est mon cas, partiellement pour. Eh bien, à la fin, si on n'a pas le pouvoir, c'est des paroles en l'air, donc ça reste des dîners, ça reste des discussions lors d'un dîner, ce qui est assez rigolo à faire lorsque vous êtes entouré de gauchistes. Ça peut être des discussions sur Internet, mais c'est assez stérile, à part que aujourd'hui, on en parle. Il y a quelques années, c'était impensable. Donc on voit qu'il y a une évolution très 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 rapide des mentalités, et je pense que ça va se faire. Et je vais te dire, à mon avis, comment ça va se faire. Ça va se faire parce qu'au bout d'un moment, la présence non européenne en France, en l'occurrence, puisque Magid, je crois que tu habites en France, mais en général en Europe, va devenir tellement lourde et tellement pénible que des gouvernements vont faire des promesses électorales sur le fait de renvoyer une grande partie des personnes non européennes présentes sur le territoire européen. Alors ça ne va pas se faire en un jour, ça va se faire en plusieurs étapes. La première étape, ce sera de mettre des lois qui vont tout d'abord probablement enlever les allocations et les aides
aux derniers arrivés, c'est-à-dire que les nouveaux arrivés, les migrants, les Africains, enfin la Syrie aujourd'hui, elle va de Dakar à Johannesburg et jusqu'à Calcutta, hein, on est d'accord. Donc tous ces Syriens qui sont arrivés récemment, petit à petit, les derniers arrivés vont être les premiers à être encouragés à partir. Alors par le fait du manque d'allocation, par le fait de fermeture des frontières, la pompe aspirante de l'immigration va finir par s'arrêter. Et je tiens d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'explique tout cela dans le cadre d'un non-effondrement. C'est-à-dire que si tout continue économiquement et à tenir, voilà ce qui va se passer. Moi, j'ai ma thèse dans mes livres, hein, vous avez mes livres ici, dont la version même en arabe, donc qui peut intéresser les éventuelles personnes qui seraient en France et qui ne lisent que l'arabe. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, vous avez également mes livres dans plusieurs langues, où j'explique que justement, il y a un risque en fait d'effondrement bien avant que cela arrive. On parlera de la guerre civile, le point 4, dans quelques minutes. Donc, d'abord, il y aura des lois. Et ce sera d'abord les derniers arrivés. Ensuite, puisque de toute façon nous allons vers des faillites générales des États, il va y avoir ces lois vont également définir que les allocations vont baisser. Donc il va y avoir des Français ou des Européens qui sont en fait d'origine non européenne ou étrangère qui vont finir par préférer repartir dans les pays d'origine même lointaine, hein, même si ce sont des gens qui sont nés de deuxième génération en Europe, qui vont préférer y partir. Ensuite, il risque d'y avoir une phase successive où ce sera lié sur l'ethnie ou la religion. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des couples, on va dire, entre guillemets, métis. D'abord, des vrais métis entre Africains et Européens, et puis il y a des métis, le terme est inapproprié, mais entre Nord-Africains, par exemple, ou d'autres origines et Européens. Alors moi, je pense, alors tout d'abord, je tiens à rassurer nos amis asiatiques, c'est que jusqu'à présent, vous avez fait chier personne, donc je pense que les Européens ne sont pas énervés contre vous. Donc continuez à être bien, il vous arrivera rien. En revanche, c'est vrai que les populations qui sont un peu plus prédatrices et un petit peu plus... euh, voilà, ils ont les hormones un petit peu plus agitées, voire les quelques neurones qu'il y a dans leur esprit, dans leur cerveau très agités, pour des raisons culturelles, pour des raisons génétiques, mais aussi pour des religions religieuses, des causes religieuses, eh bien, là, il va y avoir un peu plus de problèmes. Alors effectivement, Magid pose la question, comment est-ce qu'on fait la différence entre une personne qui est religieuse ou pas? Alors c'est vrai qu'il y a toujours des moyens de dire, ok, il y a des tests, tu en parles, il y a le fait de changer de patronyme, de changer de nom de famille, de changer de prénom. Euh, Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis sur des lois qui sont universelles. Je suis pour des lois universelles et qui sont, voilà, si une personne elle a envie de vivre dans un pays, pour moi, elle a le droit de le faire à condition qu'elle subvienne à ses besoins et à condition, elle peut très bien garder ses coutumes, mais en aucun cas on lui donne le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'en aucun cas une personne, même de quatrième, même de dixième génération, qui a des ancêtres venant d'ailleurs, n'a de droit politique dans un pays. Moi, c'est ce que je ferais. Ça vaut également pour moi, hein. Si je devais mettre en place ces systèmes, ça voudrait dire que personnellement, je perdrais mes droits politiques et ma nationalité suisse, par exemple, parce que je suis d'origine italienne. Alors après, on peut étendre ça, on dit les Européens ont le droit en Europe de circuler, d'avoir des droits politiques en Europe. Mais à la limite, je serais contre. À la limite, je dirais, voilà, nous sommes européens, nous avons des fraternités ethniques, certes, donc je suis dans ce sens-là racialiste, hein, je ne suis pas raciste, mais je suis racialiste, c'est-à-dire que je fais les différences entre les races, et entre les ethnies, et entre les populations. Le mot race est un peu inapproprié de toute façon, d'un point de vue scientifique. En revanche, les populations, au niveau scientifique, on sait très bien faire les différences de manière très 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 pointue et très très précise. Donc il restera la question effectivement des gens qui changent de religion, des gens qui changent, qui sont éventuellement métis, ou des gens qui se comportent très très bien. Alors moi, a priori, et j'ai vu que tu étais confronté à un identitaire qui disait, ben voilà, en cas de rémigration, monsieur Majid ou Chaka, il faudrait que vous partiez également. Moi, ça, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a la place pour une minorité. L'Europe a toujours accueilli une minorité. Mais je dis bien une minorité, ne me méprenez pas. Pas des millions. Je parle de plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers par pays, de gens venant d'ailleurs qui, par leur mérite, par leur intelligence, par leur modération, et je pense que Majid ou Chaka, tu es largement légitime, et d'abord ce n'est pas à moi de dire qui est légitime ou pas, je dis ça, je prends des hypothèses hein, de travail, ici nous sommes dans une discussion à la limite presque entre juristes si on veut, eh bien à ce moment-là, ben, il y a bien sûr des moyens de rester.
Cela dit, je pense qu'il faudra faire des lois rétroactives pour enlever la nationalité de différentes nations européennes aux personnes, même si elles sont nées ici, même si elles sont parfaitement intégrées, qui n'ont pas ethniquement le- l'origine des pays européens. Voilà, ça c'est ce que je pense. Alors on a le droit de pas être d'accord, c'est pourquoi pas, mais je pense qu'on a fait une grande erreur depuis un siècle de faire le droit du sol. Il ne devrait y avoir, en tout cas pour les droits politiques, que le droit du sang. En revanche, évidemment, ça n'exclut pas qu'on puisse s'établir dans un pays et que l'on puisse Finalement, je suis pour un modèle à l'arabo-musulmane, c'est-à-dire que si vous êtes européen, que vous allez vivre au Maroc ou à Dubaï, eh ben, même si vous avez des enfants avec votre épouse européenne et que vos enfants auront des enfants avec leurs épouses, avec leurs conjoints européens, eh bien jamais, jamais, jamais vos enfants seront marocains ou de Dubaï ou Saoud. Jamais, jamais, jamais. Et donc, mais ça n'en empêche pas que vous pouvez vivre très très bien au Maroc, que vous pouvez vivre très très bien à Dubaï, bon, peut-être moins bien à Riyad, mais enfin, vous pouvez vivre et on vous tolère à partir du moment où vous respectez les lois, etc. Et c'est là, sur ce point, que je termine l'élément de la rémigration, c'est qu'à un moment, il y a un arsenal législatif tout à fait qui peut être mis en place pour dire les nuisibles, c'est-à-dire non pas parce qu'ils ont une certaine croyance, qui est d'ordre privé a priori, non pas parce qu'ils ont une certaine ethnie ou couleur de peau ou que sais-je. Moi, je crois beaucoup à l'individu comme étant un facteur. Alors l'individu, certes, il est basé sur des origines, sûr, c'est certain, une génétique, mais à la fin, si le comportement de l'individu est bon, il n'y a aucune raison de s'en séparer, encore une fois, en comprenant qu'on enlève les droits politiques, etc., etc. Parce que les droits politiques sont basés sur une terre et un peuple qui vit dessus. À mon avis, vous avez le droit de pas être d'accord. Donc, vous faites des lois qui disent, voilà, tel comportement est considéré comme criminel, et vous pouvez très bien imaginer des droits qui ne sont pas égalitaires entre les citoyens, donc les gens qui sont ethniquement d'un pays, et les étrangers. C'est-à-dire que si on va dire en Suisse, un Suisse vole, eh bien, il ira en prison, ou il va être rééduqué, ou il va être châtié sévèrement, bastonné. Enfin, moi, je suis pour les peines corporelles assez fortes. En revanche, si c'est un non-suisse qui, en Suisse, commet un crime, il va être également châtié avec les coups de bâton, les coups de fouet, etc. Pour ça, d'ailleurs, l'islam a des choses très intéressantes à nous apprendre, hein. Moi, je pense que, Magid, tu jettes le bébé avec l'eau du bain. Il y a des choses à garder de l'islam. Il faut évidemment rejeter la religion qui n'a pas de sens. Ça, on le sait tous. Enfin, il suffit de lire le Coran pour comprendre que c'est c'est n'importe quoi. En revanche, il suffit qu'il y ait un élément dans un truc qui est soi-disant donné par Dieu pour que l'ensemble, qui soit mauvais, il suffit qu'un élément, il suffit qu'une sourate soit fausse, soit bête ou débile, pour que l'ensemble soit invalidé. Donc il peut y avoir 99% de choses super bien. Par exemple, le fait de taper à coups de bâton, à coups de fouet, ça j'aime bien ça. Le fait de détester ses ennemis, d'envahir les pays voisins, ça c'est pas con. Franchement, c'est bien foutu. Moi, le côté violent de l'islam, c'est ce qui me plaît hein, dans l'islam. Sauf que comme il y a deux trois trucs qui sont c'est pas fait par une déité, c'est fait par quelqu'un de moyennement intelligent en plus. Je dis pas que c'est Mohamed, mais enfin quelqu'un a ajouté ou a rajouté des trucs, et puis les hadiths, ils sont pires. Donc non, non, c'est inacceptable. Mais bon, si vous avez envie de croire ça chez vous, dans votre chez soi, bon, bref, je ferme la parenthèse sur ce point. Ensuite, il y a donc des lois qui disent, ben voilà, si vous êtes étranger, vous ne respectez pas les lois, vous volez une pomme dans un supermarché, c'est coup de bâton et ensuite coup de pied dans le cul dans la frontière. Alors la question que tu poses, c'est comment est-ce qu'on met des millions de gens éventuellement, ou des centaines de milliers, ou même des milliers de gens, dehors. Effectivement, tu as raison, les pays d'origine n'accepteront jamais une rémigration parce que faut pas oublier que toutes ces personnes, peu importe l'origine, algérienne, malienne, peu importe, congolaise, etc., qui sont en France, elles contribuent par les transferts d'argent et de biens envers leur pays d'origine d'une part significative du PNB de ces pays-là, et donc des taxes, et donc du pognon des dirigeants de ces pays qui ensuite revient dans les banques ici chez moi en Suisse. Mais enfin, ça c'est un autre problème. En revanche, ils n'accepteront jamais de rémigrer ces choses. Donc il faudra trouver un territoire. Moi je propose l'île de Ré, où on va pouvoir mettre des millions de gens si on les rémigre. Et ensuite de là, ils se démerdent. On leur donne des bateaux à rame et puis ils peuvent s'ils sont venus en bateau pneumatique, ils peuvent repartir en bateau pneumatique pour les récents.
Quant aux plus anciens, ben, ils ont dû gagner de l'argent, et puis avec toutes les allocations qu'on a données, ils ont largement de quoi se payer un billet d'avion pour revenir. Mais vous voyez, et Magid, tu as raison, ce sont des scénarios qui semblent aujourd'hui, dans la situation actuelle, complètement irréalistes. Et je mets un brin d'humour à ces arguments, enfin j'espère qu'on comprend ça comme ça, pour dire que ça me paraît peu possible. Aujourd'hui, bien que les Français sont très énervés, nous ne sommes pas encore aujourd'hui à des situations où le pouvoir va commencer à rémigrer des gens. Néanmoins, le processus peut se faire, c'est-à-dire d'abord les derniers arrivés, puis petit à petit remonter, et puis les nuisibles et les pas bons suivent. Et puis ceux qui sont bien, ben, moi je souhaite qu'ils puissent rester en partie, encore une fois, sans droit politique. Alors, deuxième argument sur lequel j'ai pas grand-chose à dire, ça ira beaucoup plus vite, celui des mosquées. Détruire toutes les mosquées? Non, c'est pas comme ça qu'on commence. C'est le jour où il n'y a plus de musulmans en Europe, là, bah, on démolira les mosquées qui servent plus à rien. Mais tant qu'il y a des musulmans en Europe, je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas des lieux pour prier. En revanche, je ne suis pas d'accord que ce soit l'État qui paye, et donc pas les citoyens. Ce sont c'est privé. Je veux dire, si vous avez envie d'avoir une secte, quelle qu'elle soit, bah vous la payez vous-même votre lieu de culte, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison que ce soit l'État qui paye. Ok, donc pour moi, ça change rien. Le fait de détruire les mosquées, ça n'apporte rien. C'est en fait précipiter la guerre civile, dont on parlera un petit peu plus tard. Brûler les Corans. Alors ça, je suis contre. C'est comme le voile. Moi, je suis pour le voile. Que si quelqu'un a envie de porter un voile ou une crête de punk, mais qu'il le fasse. Ensuite, on verra bien s'il trouve un job. Mais non. Enlevons les allocations, enlevons tout ça, enlevons les droits politiques. Mais le voile, les Corans, ce sont des expressions culturelles. Pourquoi pas? J'ai aucun souci avec ça, parce que je suis très tolérant. Maintenant, effectivement, si je vais en mini-jupe, bon, moi, en mini-jupe, ça va être un peu dur, où que j'aille, mais si je mets une mini-jupe à Dubaï, la police va venir me dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites, ou madame, qu'est-ce que vous faites avec une mini-jupe? Cela dit, nous ne sommes pas à Dubaï, nous sommes en Europe où nous respectons certaines libertés, ça fait partie de c'est notre faiblesse et notre force, et donc pourquoi pas, si une femme a envie de porter un voile, si un type a envie de se mettre en djellaba, après, il prendra le risque de se faire cibler. Mais en attendant, je vois aucun souci avec ça. Et le Coran, c'est une œuvre littéraire. On peut l'apprécier, en tout cas, elle a une importance historique qui est indéniable. Pendant 1400 ans, à peu près, enfin un peu moins, parce que le Coran, en fait, a été compilé un peu après la mort de Mohammed, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui a son importance, elle est clairement historique, de la même manière que tu l'as dit, que, je sais pas, Mein Kampf est une œuvre historique qui a marqué le monde, le Coran a marqué le monde, et c'est une œuvre à garder, moi j'en ai chez moi, je dois avoir au moins 2 exemplaires, j'en ai lu un en français plusieurs fois. Bon, ça m'a suffi puisque bah, la première fois je l'avais lu il y a très longtemps, la deuxième fois je l'avais lu suite à plusieurs discussions avec le cheikh Imran Hossein, qui m'avait proposé d'en savoir plus pour éventuellement, s'il y a entente, rejoindre l'équipe. Et donc je l'ai relu, et puis comme je l'ai relu à l'âge de 45 ans, eh ben, j'ai vu que bon, bah voilà quoi. Mais enfin, c'est une œuvre littéraire sûrement importante, et j'imagine qu'en arabe, en plus, il doit être mieux écrit qu'en français, dans le sens où la langue arabe étant assez littéralement très, très, très bien écrite, de ce que j'entends, grammaticalement elle est assez belle. Toutes les langues sont intéressantes, alors elles ne servent pas beaucoup aujourd'hui. Si vous apprenez l'arabe, ça vous donne pas grand-chose comme avantage dans le monde, mais enfin, d'un point de vue de culture, c'est important. Donc non, 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 je ne suis pas pour la destruction, le brûlure des Corans, d'autant que c'est irrespectueux pour des gens qui y croient. Moi, je ne suis pas pour, même s'il y a des religions, par exemple, prenons des exemples de religions complètement débiles, par exemple les scientologues. Je ne sais pas s'ils ont des livres, si, sûrement ils ont des livres. On va pas brûler leurs livres, on va juste expliquer les idées dans le domaine public, et on va démonter la bêtise de leurs croyances euh, dans le cadre de la discussion et du dialogue et du débat. Et d'ailleurs, pour l'islam, eh bien, je pense que tu fais un excellent travail dans ton livre, je rappelle, qui s'appelle Il était une fois l'islam. Tu démontres très très bien, et tu démontres que le Coran est une invention humaine, et puis voilà, et puis ça, il y en a eu des millions d'autres religions qui sont venues et qui sont reparties. Alors c'est vrai que l'islam, il a tenu longtemps, mais je pense qu'on arrive vers la fin de cette période, parce qu'avec la technologie moderne et l'information, ça va pas durer très longtemps. Euh, bon, il faudra éduquer les gens, mais voilà, s'ils veulent garder leur foi, qu'ils la gardent, encore une fois, chez eux, sans pouvoir politique chez nous, et ainsi de suite.
Voilà, moi j'ai pas de problème. Le point numéro 4 est un peu plus vicelard, c'est la guerre civile. Alors, je pense qu'on y va, droit devant, c'est ce dont je parle hein, dans mes livres. Où est-ce qu'il est, pour ceux qui veulent, hein. Il y est en... Hop, pardon. Il y est, hein, je l'ai. Donc vous pouvez le lire également en arabe. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. J'ai écrit mon livre, enfin j'ai fait en sorte que mon livre soit traduit en arabe, pour évidemment les gens qui, au Maghreb ou ailleurs, dans les pays arabophones, eh ben, puissent se dire attention, voilà vers quoi on va, vaut mieux qu'on se regroupe et vaut mieux qu'on se prépare chez nous. Et pour les gens qui sont arabophones, qui sont en Europe, eh bien qu'ils lisent ce livre et se disent si on va vraiment vers un effondrement et donc et aussi une guerre civile, vaut mieux retourner dans notre pays où ce ne sera pas un lieu de conflit très fort, parce qu'en Europe, ça va être très violent. Alors, Magid, ce que peut-être tu n'as pas dit ou que tu sous-entends, mais je vais aller enfoncer peut-être une porte ouverte, c'est qu'effectivement, s'il y a une guerre civile en Europe, je suis d'accord, ce sera horrible et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'éviter. Et c'est pour ça que j'écris des livres. Et c'est pour ça que j'ai fait plein de conférences avec plein de gens. C'est pour ça que je suis allé tendre la main à des Cheikh Ibrahim Hossein, que je suis allé tendre la main à tous les gens de la dissidence, hein, du Alain Soral, à Conversano, à tout ça, pour essayer de comprendre, essayer de voir si on peut mettre en place d'abord une compréhension de la situation et des moyens pour essayer d'éviter ce problème. Parce que ça va être des millions de morts. Et en réalité, on le sait tous, si une guerre civile arrive en Europe, en fait, elle ressemblera à ce qui s'est passé en Yougoslavie et au Rwanda. En fait, ce sera un nettoyage ethnique et peut-être même un génocide. Alors la question se pose, c'est de qui? Eh bien de tout le monde, en fait. Et ce sera une guerre horizontale que, évidemment, nos élites souhaitent, ou en tout cas vont tirer avantage. Peut-être qu'elles ne l'ont pas souhaité depuis le départ, mais en tout cas, ils vont prendre... ils vont tirer avantage. Et donc nous avons clairement, ce serait un génocide, parce que la question que tu poses très très bien, c'est qu'est-ce qu'on fait par exemple un métis, un père blanc, une mère noire, ou l'inverse? Dans quel camp il va? Quelqu'un comme toi qui est parfaitement intégré, bon, je pense que ce serait chouette de changer de nom, mais ça c'est un avis. Je veux dire, en même temps, moi j'ai pas changé de nom quand je suis arrivé en Suisse, j'ai gardé mon nom Pierrot, j'aurais pu m'appeler Pierre ou Peter, ou j'aurais pu changer mon nom de famille en m'appelant Schweitzer ou Sankt George. Bon, ouais, je l'ai pas fait, donc à la limite, je t'en veux, c'est pas du tout une critique, hein, ni une suggestion, mais je dis voilà, celui qui veut vraiment, vraiment, c'est pas évident. Et puis pour l'Africain, il fera comment? Mais il y a des gens très très bien qui sont d'origine africaine, des gens intelligents, des gens, voilà, pas nombreux, mais il y en a plein quand même. C'est-à-dire dans la proportion. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir les courbes de quotient intellectuel et tout, etc. Il y en a qui sont intégrés, il y en a qui sont... Bon, comment ça va se passer? La réponse, c'est que ça va mal se passer. La réponse, c'est que l'histoire nous montre que des gens super bien, ben, ils se font prendre dans le maelstrom et ils partent et ils se font dénoncer, ils se font massacrer. Et l'histoire est pleine de trucs comme ça. Regardez la révolution bolchevique en Russie. Les meilleurs ont été exterminés. Les gens les plus intelligents, ceux qui avaient gagné le plus d'argent, ceux qui étaient le plus capables de créer de la richesse, et ben, ils ont été massacrés en premier. Les paysans qui avaient deux vaches, ils se faisaient tuer. Donc, et là, c'était la classe sociale. Bon, encore une fois, c'est du socialisme, vous allez me dire. Le socialisme, généralement, finit dans des génocides. Et c'est un peu notre monde aujourd'hui. L'antiracisme et l'immigrationnisme, qui sont des trucs de gauche, surtout, vont nous amener à ça. Donc, encore une fois, moi, je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas du tout. Et d'ailleurs, le problème ne se pose pas, Magid, je pense que tu as pris l'angle par rapport aux musulmans. Mais il n'y a pas que les musulmans, il y a les Africains. Et puis, on pourrait même ajouter, bien que ce sont des gens qui ne m'embêtent pas du tout, mais par exemple les latino-américains. Est-ce que c'est des Européens? Ou encore une fois les Asiatiques? J'ai dit ce que je pensais tout à l'heure. Ce sont des gens qui sont valables et qui ne nous embêtent pas. Mais tout ça, c'est compliqué. Et puis pensez aux quantités. Alors dans l'ensemble, ce ne sont pas la majorité, loin de là. C'est peut-être 5-10% des couples. Mais les couples mixtes, comment on va faire? Alors, moi, évidemment, mes solutions, c'est que, y compris dans le cas de guerre civile, c'est qu'évidemment, on va devoir se regrouper, et puis on va se regrouper forcément en fonction de nos affinités, et que, inévitablement, à long terme, ces affinités, elles vont être sur des bases ethniques. On peut le regretter, on peut ne pas être d'accord. Moi, dans ma culture et dans mon éducation, euh, pour moi, l'affinité, elle est plus intellectuelle et culturelle, elle n'est pas ethnique. Mais je suis forcé de constater que dans le monde, eh bien, ça fonctionne sur des bases ethniques. C'est comme ça. On peut le regretter, on peut dire merde, on est encore des petits singes pas trop évolués, on devrait être capable d'adhérer à des idées, à des grands concepts.
Mais enfin, c'était l'exemple de la France, mais c'est un échec pitoyable. Donc ça va être difficile. Donc je crains que ça va aller vers l'extrême violence. Alors tu dis, attention, les Français qui souhaitaient la guerre civile, et je relancerai également aux autres, hein, qui souhaitent la guerre civile, et il y en a dans tous les camps. Attention, parce que la plupart d'entre vous êtes lâches et pas très courageux. Mais tu as raison, tu as raison. D'ailleurs, la plupart des gens sont lâches et pas très courageux. Et je les comprends. La plupart des gens, ils ont autre chose à foutre. Et d'abord, la plupart des gens, ils veulent des allocs et ils veulent que l'État s'occupe d'eux. Donc, ils veulent que de se faire torcher le cul de quand ils sont nés jusqu'à ce qu'ils soient vieux, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc, oui, la plupart des gens, ils sont comme ça. Mais le problème, c'est que parfois, on le voit en Afrique, vous savez, les Africains non plus, hein, les gamins africains qui deviennent des enfants soldats, ils sont pas, c'est pas des meurtriers dans l'âme, c'est simplement qu'on les oblige à un moment de tuer leurs parents, de tuer quelqu'un qu'ils connaissent, ensuite on leur met un fusil et on les oblige à rejoindre l'armée du chef de guerre du coin. C'est comme ça. Alors c'est pas partout en Afrique, hein, on est d'accord. C'est beaucoup en ce moment dans l'est du Congo, dans le nord du Nigeria. Euh, c'est pas que des musulmans d'ailleurs, hein. D'ailleurs, je pensais au nord du Nigeria avec Boko Haram, mais à l'est du Congo, c'est autre chose. C'est pas des musulmans. Il y a même des milices, des chefs de guerre qui se disent chrétiens. C'est beaucoup plus compliqué que simplement la religion, hein, les conflits humains. Bref, nous, nous allons, si on va vers ce genre de guerre, c'est des millions et des millions de morts rien qu'en France. Je me suis amusé à faire des estimations. S'il n'y a pas de rémigration avant, euh, pour chaque non-européen en France, il y aura un mort français en moyenne. Ça veut dire que si vous avez 20 millions de non-européens en France, donc sur une population de, on va dire, 70 millions, euh, en cas de guerre, il y aura 40 millions de morts, parce que tous les non-européens vont mourir, parce qu'il n'y a aucune chance. Regarde l'histoire de l'Europe. Certes, la plupart des gens sont aujourd'hui un peu faibles et pas très courageux, mais quand ça devient dur, quand le frigo est plein, très vite, et en une ou deux générations, on retrouve notre base génétique qui est celle d'être des guerriers hyper meurtriers. Pendant les 2000 dernières années, on n'a fait que ça. On n'a fait que de se battre. Entre nous, contre les autres. Enfin, on est des super guerriers chez l'être humain. Alors physiquement, peut-être que chez les Africains, il y a des guerriers physiquement en moyenne un peu plus forts. Mais nous, en Europe, on a la super intelligence. Donc on va mettre en place des armes biologiques, des armes totalement immondes qui vont éliminer les gens, même sur des bases, on peut imaginer des armes biologiques qui touchent la couleur de peau, parce que voilà, elles s'attaquent aux gènes de la mélanine, et donc ravagent par des sortes de psoriasis mortels et fulgurants des populations. Enfin, je veux dire, il faut imaginer des trucs comme ça, et si ça se trouve, ça existe aujourd'hui déjà dans les arsenaux d'Israël, de la Russie ou des États-Unis. Donc le jour où les Européens vont s'énerver, ce sera un génocide. Alors on va s'en prendre plein la gueule, nous les Européens, mais les non-Européens aussi. Et donc s'il y a 20 millions de non-Européens en France, on peut imaginer 40 millions de morts. Et donc la population française qui descend à 30, 20 millions de personnes, bon, ça fera beaucoup plus de place, hein. Bon, l'immobilier sera moins cher, ça c'est sûr. Mais c'est ça que ça veut dire la guerre civile. Donc c'est vrai que nous devons essayer d'éviter cela et d'essayer de trouver des solutions bien avant. Par exemple, l'abandon du socialisme, l'abandon des allocations, des lois voilà, des lois de rétroactives pour supprimer la nationalité à pas mal de gens, mettre en place de l'éducation, mettre en place des expulsions pour les criminels. On peut imaginer des lois rétroactives qui disent si vous avez violé quelqu'un dans les 40 dernières années, peine de mort. Même si vous avez purgé votre peine, etc. Bah, les lois, de toute façon, vous faites ce qu'on veut avec une loi. On peut très bien imaginer des lois. Je veux dire, dans le droit, tu fais ce que tu veux. Alors certes, c'est pas dans les règles de droit. Par exemple, les droits rétroactifs, c'est considéré injuste. Mais bon, on l'a fait quand même pour Nuremberg. On peut très bien imaginer qu'un parti au pouvoir dise, voilà, on va réouvrir les dossiers criminels des 40 dernières années. Vol, agression, meurtre, viol, tous ces gens qui sont en liberté, parce qu'ils sont sortis, hein, on va les récupérer, on les emmène dans une forêt, et on s'occupe d'eux définitivement. Solution finale. C'est possible. Alors attention, je ne dis pas que c'est ce que je souhaite. Je dis pas, ne me faites pas un strike YouTube parce que ce n'est pas moi qui dis ça. J'extrapole, je fais de la fiction, j'imagine ce qui est possible. Ce genre de choses risque d'arriver bien avant la guerre civile. Et donc voilà. Alors enfin, pour conclure, je dirais que de toute façon, tout cela n'est que de la littérature verbale, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est prendre le pouvoir. Je n'ai pas l'intention de le faire. Moi, ce que j'explique dans mes bouquins, c'est de se préparer en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que
en tant que citoyen pour tenir les périodes difficiles, parce qu'on ne sait pas celles qui viennent, mais ça n'exclut pas qu'à côté, vous fassiez des démarches politiques pour obtenir ce que vous vouliez. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un conseil, c'est que la plupart des gens, laïcs, religieux, croyants, non-croyants, euh, peu importe votre couleur de peau, c'est d'essayer de trouver l'endroit où vous êtes bien pour vivre, où vous êtes bien intégré. Et probablement, ça veut dire que vous allez devoir rentrer dans le pays de vos ancêtres, parce que c'est là où est votre culture, et que les avantages qu'il y a pour vous dans un pays où vous résidez aujourd'hui ne vont pas durer. Et ça risque d'être très très difficile. Donc très sincèrement, je vous le dis, mais vraiment du fond du cœur, euh, votre vie sera meilleure là où vous êtes bien et bien entouré. Et pour certains, ça veut dire non, non, j'insiste, je vais rester. Très bien. Mais attention aux conséquences. Mais ça vaut aussi pour les Européens. Si nous, Européens, continuons à accepter, à tolérer l'intolérable, notamment, et en premier, pour ceux qui nous dirigent, attention, je dis bien toujours, moi je l'ai toujours dit dans toutes mes vidéos, l'ennemi principal n'est pas l'immigré, l'étranger, le musulman, l'africain, Non, 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 non. Ça, ce sont des conséquences de ce qu'a voulu notre ennemi principal. Et notre ennemi principal, ce sont les élites qui contrôlent les gouvernements qui ont permis l'immigration, la financiarisation de l'économie, etc., etc. Tout ça, j'explique dans mon bouquin Survivre à l'effondrement économique. Donc, ne me méprenez pas. Je ne suis pas du tout dans la haine primaire. Alors ensuite, je suis bien obligé de comprendre qu'aujourd'hui, mon, ma survie et celle des miens et celle de mon peuple, du peuple duquel je fais partie, les Suisses, mais aussi les Européens, elle est inévitablement vers la fuite d'un modèle culturello-idée à la française, à la républicaine française, et plus vers plutôt un modèle ethnico-racialiste. C'est obligé, c'est une question de survie. Je ne dis pas que c'est ce qu'au plus profond de moi j'aurais souhaité et préféré. Je dis simplement que c'est ce qui est la stratégie de survie la plus probable. Et si on ne fait pas ça, l'alternative c'est qu'on va être génocidé. Et quand bien même le fait d'aller dans ce sens risque de provoquer la guerre civile. Donc vous voyez le dilemme. Donc c'est pas forcément quelque chose que je souhaite, mais en tout cas c'est quelque chose qui est fort probable. Donc c'est mon idée, c'est à peu près ce que je pense. Donc je voulais répondre à cette vidéo, donc j'en terminerai ici. Et en tout cas, Magid, moi j'espère surtout que tout se passera bien pour toi. Je te souhaite le plus grand courage, de continuer avec ce grand courage que tu as, de continuer tes vidéos, de continuer tes écrits, peut-être de faire d'autres livres. Et à l'occasion, si on se rencontre, j'en serais ravi. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur. Et à tous ceux qui nous regardent, je vous souhaite le meilleur et de bien réfléchir à où est votre futur et pour éviter justement ces problèmes et ces conflits et ce pire. Parce que nous allons dans des périodes très très difficiles qui vont être provoquées par d'autres éléments, si ça se trouve. Encore une fois, moi j'explique dans mes livres que nous avons une convergence de catastrophes qui sont en train d'arriver, liées aux énergies, liées à toutes sortes de perturbations qui ne sont pas forcément liées à la racaille dans les banlieues qui fait chier l'autochtone. Ce sera probablement d'autres déclencheurs. Il y aura peut-être des guerres et autre chose. Enfin bref. Donc voilà, je voulais vous parler de ceci et c'était ma première vidéo, Avocat du diable. À bientôt.